le dégât des eaux. Comment on va faire en sorte, quand on est dans une situation d'innovation, que les projets qu'on a créés, les nouveaux objets qu'on a amenés dans l'organisation ne soient pas complètement coincés, bloqués, impossibles à raccrocher au moment où il s'agit de les faire porter par l'entreprise en phase aval. Et donc, du coup, on va discuter de ça aujourd'hui. Vous allez voir, on n'a pas d'offre particulière sur ce sujet-là, mais ce sera aussi l'occasion enfin, on va rediscuter de beaucoup des principes qu'on utilise quand on déroule les projets avec notamment nos offres Virtual Startup. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça Virtual Startup 2. On va reparler de la Virtual Startup et du coup, on va discuter des grands principes, des grands pièges, des choses auxquelles il faut faire attention, des quelques tips que nous, on a à vous partager dans ces phases-là. Et puis, on fera peut-être un petit résumé à la fin au final, comment on peut bosser ensemble, comment on peut passer à l'action ensemble sur l'un ou l'autre des sujets qu'on a vus là dans les 10 jours qui viennent de passer. Bienvenue à bord, Stéphane, également. Bonjour. Alors, du coup, je n'ai pas fait le tour complet. Bonjour à David, Jérôme, Pierre, Thierry, Stéphane. Et évidemment Anne et Nisrine, mais vous faites partie de la maison. Ok, donc du coup, on y va, on attaque. Comme d'habitude, vous parlez, vous prenez la parole, vous mettez des mots dans le chat si vous avez besoin à un moment ou un autre de m'arrêter, de rezoomer sur un truc, de poser des questions, vous démutez votre micro, voilà, sentez-vous chez vous, le but c'est que ça soit interactif. Du coup, ce que disait Colette la dernière fois sur ce piège numéro 5, c'est quand on arrive à la fin de notre projet d'innovation, qu'on est victorieux parce qu'on a réussi à l'avancer hyper loin, que ça commence à tenir, le business case tient la route, etc., et qu'on passe le relais, mais parfois, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que au moment où on veut reconnecter ce truc-là au reste de l'organisation avec tous ces tuyaux, tous ces processus existants, tous ces modes de fonctionnement existants, ben, on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu orphelin, difficile à raccrocher. Donc, du coup, la question c'est comment on gère ça? Comment on fait pour raccrocher un projet qui vient d'un pipe, d'une façon de faire avancer les projets et qui a des caractéristiques qui sont encore assez différentes des projets habituels de l'organisation, qui ont l'habitude, eux, de circuler dans des tuyaux qui sont plutôt bien huilés, plutôt bien rodés, qui sont tous les mêmes et dans lesquels tous les projets traditionnels se trouvent bien. Au moment de la reconnexion, comment on fait pour qu'on n'ait pas la fuite d'eau dont parlait Colette? Donc, j'aime beaucoup cette image de l'eau. Donc, le dégât des eaux. Donc, quand on regarde notre question de l'organisation de la machine à innover, telle qu'on l'appelle chez nous, on retrouve au centre cette espèce d'enchaînement des étapes ou des modes de travail par lesquels doit passer un projet d'innovation, l'exploration, l'assess qui est la réduction d'incertitude et l'activation. Là, cette question du dégât des eaux, du dégât des eaux au moment de la reconnexion au processus actuel de l'entreprise, elle se situe plutôt entre la fin de l'assess et le cœur de l'activation. Pour bien comprendre ce dont on parle, il faut avoir en tête qu'au final, si on revient à des fondamentaux sur la conception, dans l'entreprise, on se retrouve à utiliser deux modes de conception radicalement différents. Un mode de conception que la théorie appelle Rule-Based Design en anglais, qui est la conception réglée, plutôt sur la partie gauche de ce slide, où en fait nos concepteurs, qu'ils soient à la recherche, au développement, ou nos équipes marketing, ou nos équipes centrales, quelle que soit l'organisation qu'on a, ont en tête un objet assez clair sur lequel ils doivent travailler parce que ça ressemble à ce qu'on met sur le marché dans les mains de nos clients habituels. Et donc, du coup, on est capable de travailler avec des descriptions assez lacunaires, type cahier des charges, et on est capable très vite d'élaborer des business plans, des estimations de combien ça va coûter à faire, combien ça va coûter à produire, à concevoir, combien ça va rapporter sur le marché, etc. Et toute l'organisation est capable de porter ça parce que c'est les mêmes choses que d'habitude, donc on a les compétences, donc on a aussi la structure, les process, tous les chemins qui vont bien pour les porter.
Quand on est sur des projets radicalement nouveaux, en conception dite innovante, on est en train de questionner en profondeur l'identité de l'objet. Quand je fais la Twizy chez Renault, je ne fais plus une voiture, je fais un quadricycle, il n'est plus un moteur thermique, il est électrique, il n'a plus 4 places, il en a 2, elles sont plus de côte à côte, elles sont l'une derrière l'autre. Enfin, je casse toutes les règles sur mon objet. Dans ce cas-là, effectivement, j'ai besoin d'outils différents. On en a beaucoup parlé, de ces cas, des outils de réduction d'incertitude, etc., pour faire avancer ce projet-là sans le faire tomber dans les processus habituels qui lui poseraient des questions qui ne sont pas les bonnes, du type c'est quoi le cahier des charges et c'est quoi le ROI du projet à 3 ans. Mais ce que ça nous met en avant, c'est que ça met aussi en incompétence l'organisation. L'organisation au sens où il est probable que pour cet objet, on n'ait pas les compétences, qu'on ne soit pas correctement structuré. Et ça nous amène à une prise de recul qui est que finalement, quand on est en train de jouer dans la partie du portefeuille qui est en bas, là, si je reprends le portfolio mapping de Osterwalder et Pigneur là, dans The Invincible Company de Strategizer, dans cette partie-là, on est en train de créer des monstres qui ne rentrent pas dans l'organisation. Et donc, du coup, nos activités de conception réglées qui vivent leur vie habituellement et qui prennent des projets et qui les font avancer de manière relativement linéaire et relativement sereine, on se retrouve à créer à côté de ça des activités de conception innovantes qui, elles, vont générer des objets radicalement différents. Et le rôle de l'innovation, c'est effectivement de mener à bien cette conception innovante, mais c'est aussi de gérer le réatterrissage. Le réatterrissage pour que cette nouvelle lignée de produits, cette nouvelle gamme, cette nouvelle offre, ces nouveaux services soit demain opérable comme une nouvelle lignée qui va se structurer et rebasculer en conception réglée de manière assez traditionnelle. Et donc, du coup, on a beaucoup discuté jusqu'à maintenant de cette partie-là, comment je conçois, comment je fais maturer, mais on n'a pas beaucoup discuté de cette flèche-là, comment on ratterrit. Et donc, du coup, ça nous amène à une prise de conscience qui est importante à avoir et qu'on raconte trop peu dans les questions d'innovation, c'est que finalement, quand on prend une entreprise, là je prends l'exemple de Peugeot, mais ce n'est pas pour être stigmatisant avec eux, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, on a tendance à oublier le lien fort entre l'objet et l'organisation. Si Peugeot est ce qu'il est, si cette entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est au sens de son socle technique, technologique, ses valeurs d'entreprise, ses compétences, son organisation et même ses systèmes de management, ses systèmes de mesure de la performance, etc. Son organisation, même au sens de l'organigramme, il y a un service qui s'occupe des amortisseurs, un service qui s'occupe des roues. Tout ça, c'est parce que les voitures, elles ont des amortisseurs et des roues. Donc, c'est parce que le produit ou le service et toutes ses caractéristiques techniques, fonctionnelles, son usage, ses clients, les marchés auxquels on s'adresse, les utilisateurs, le business model qui va avec, etc., sont ce qu'ils sont. L'entreprise est la conséquence de l'objet. On a tendance à l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que fonction innovation, on a deux façons de regarder son mandat. Le premier mandat, qui est celui que les techniques et méthodes d'innovation traditionnelles ont tendance à regarder, qui est celui qui nous dit, en fait, s'il vous plaît, fonction innovation, dans l'épure de l'identité actuelle de notre entreprise, sans déstabiliser tous ces éléments-là, mettez-nous sur le marché des produits et des services nouveaux. Et c'est effectivement une partie de la question. Mais pour moi, la question la plus stratégique, et le mandat que j'ai appelé numéro 2 de l'innovation, c'est l'autre, c'est la flèche verte. C'est comment, en pensant des objets nouveaux, qui sont les objets qui feront probablement le futur de notre secteur, comment on va arriver à renouveler le socle de l'entreprise. Et donc, on voit apparaître à ce moment-là une partie des problèmes de connexion des tuyaux. C'est que quand on est en train de jouer avec la flèche verte en innovation, au moment où on veut reconnecter, l'entreprise, elle n'a pas encore bougé. Elle n'a pas encore les nouvelles technologies, elle n'a pas encore les nouvelles compétences, elle n'a pas encore toute l'organisation pour accepter le nouvel objet. Et donc, un des rôles de la fonction innovation, c'est aussi de travailler à cette préparation, travailler à ce changement de compétences, travailler à cette acquisition des socles techniques et technologiques, et pas acquisition dans une cellule innovation planquée dans un coin, acquisition dans les racines de l'entreprise. Et donc, du coup, se pose la question de, au-delà d'avoir la conception de l'objet, comment je conçois cette espèce de zone d'atterrissage et cette frontière, cette bascule vers les métiers habituels de l'entreprise. Et donc, le secret, c'est d'accompagner l'atterrissage. Et d'accompagner l'atterrissage, pas seulement l'atterrissage du projet, mais l'atterrissage du projet dans l'entreprise. Et donc, du coup, d'accompagner la transformation de l'entreprise. Et qui est une des fonctions de la fonction innovation, une des activités de la fonction innovation, qui est la moins regardée
dans la documentation traditionnelle, traditionnelle voulant dire pour moi les méthodes de conception produit, design thinking, etc., qui ne posent pas la question de quelle transformation de l'organisation et à quel moment on va vraiment la travailler. Et donc, du coup, bon, il faut accompagner l'atterrissage. Donc, la maturité, le niveau d'incertitude acceptable sur le marché, sur la techno, c'est évident. C'est ce qu'on a vu dans la CES avec des programmes type Virtual Startup, ça on en a parlé. Mais par contre, où en sont les compétences? Est-ce que les ressources sont à disposition? Est-ce que l'adhésion est bonne dans l'entreprise pour que cette acquisition de compétences nouvelles se passe bien, pour que le match entre ces nouvelles compétences qu'on aura créées et le projet se passe bien avec une bonne adhésion de tout le monde, etc. etc. Donc du coup, qu'est-ce que nous, on peut vous raconter là-dessus? On peut vous présenter quelques éléments de checklist, de logique d'action qu'on a et qu'on utilise dans nos missions avec nos clients et qui, du coup, font partie de ce qu'on fait à la fois dans les programmes type Virtual Startup, dont on a déjà parlé hier, mais également dans les programmes type Innovation Builder, là où on va construire une organisation pour l'innovation. Quand on fait ça, on se pose la question de à quel endroit dans les process et dans la gouvernance on met bien en exergue cette fonction de créer les conditions d'atterrissage qui sont les bonnes pour les projets. Donc, si on va regarder dedans, donc du coup, là, on va les zoomer dans des principes, dans des approches, dans des façons de faire les choses qui peuvent être utiles pour tout ça. Déjà, est-ce qu'à ce stade-là, ça va pour vous? Est-ce que vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat ou un petit coucou à l'oral pour me dire que c'est OK, que vous m'entendez bien, que c'est clair? Ouais. Merci Stéphane. Jérôme Thierry. Ouais, super, très bien. Donc, on continue. Donc, pour la suite, du coup, on a vu que entre le lancement d'une idée d'innovation qui est venue de ce qu'on veut dans le processus d'incubation d'idées, peu importe, ou d'une exploration avec ces cas, etc., on va aller explorer des solutions, on va décrire complètement les concepts de ce qu'on pourrait faire. Ensuite, on va rentrer dans cette phase d'assess, identifier, valider les éléments plus critiques. Et puis, la suite, ou ce qu'on fait en parallèle, c'est qu'on va avoir à faire cette montée en maturité de notre concept, notre nouveau produit, service, etc. Et le travail de la transmission. Donc, assurer le transfert vers les équipes opérationnelles qui vont prendre le relais derrière. Et donc, du coup, ça, c'est une partie de ce qu'on va illustrer, nous, dans les étapes, les checklists, les façons de travailler qu'on regarde quand on bosse avec nos clients. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau de maturité qui est suffisant pour que le concept soit prenable par les opérationnels. Et prenable par les opérationnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ont déjà les compétences, alors il faut effectivement qu'ils soient dérisqués, qu'ils soient suffisamment matures pour que ça puisse rentrer dans les tuyaux habituels. Mais s'ils n'ont pas les compétences, ça veut dire qu'il faut qu'on aille créer ces compétences-là, qu'on les fasse atterrir chez eux et que du coup, on crée les nouveaux tuyaux pour que ça puisse passer dedans. Les compétences étant un exemple, mais il y a d'autres facettes sur lesquelles la question se pose. Donc du coup, en pratique, nous, ce qu'on donne, c'est des sortes de checklists pour vérifier que, à la fois sur les aspects, enfin, que nos regards, le regard que vont porter les opérationnels de l'innovation, les équipes innovation sur les projets, inclut bien, quand on est en train de regarder la maturité marché, la maturité techno, inclut bien les questions de transférabilité vers l'aval. Au sens où est-ce que toutes les équipes opérationnelles disposent des éléments nécessaires, des compétences, mais aussi probablement une partie de documentation, les outils et les machins pour industrialiser et commercialiser le concept qu'on est en train de faire naître. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième dimension, la dimension de création d'adhésion. Au sens où, au final, il va falloir faire en sorte que les acteurs et les ressources nécessaires pour la suite du projet soient bien disponibles au bon moment. Et donc, il va falloir comprendre à quelle étape on a besoin de quel acteur et du coup, faire en sorte que dans les étapes d'avant, on déploie les actions nécessaires pour embarquer dans le projet toutes ces personnes-là et disposer au bon moment des ressources et compétences nécessaires pour que ça passe à l'action. Donc là, c'est un exemple un peu concret. Quand nous, on regarde dans certaines entreprises, on se dit, bon, alors, de qui on a besoin à quel moment et du coup, comment on fait pour que dans l'étape d'avant, on ait réussi à les inclure correctement.
à les inclure, à leur socialiser le projet, à officialiser son existence, à leur faire comprendre l'intérêt pour l'entreprise, etc., etc. Qui est un morceau qui est, ma foi, assez simple, mais qu'il faut penser et qui demande dans les fonctions innovation des ressources qui ne sont pas celles de d'habitude. Ressources en général qui vont plutôt du coup être des ressources de communication et de diffusion, de création d'adhésion. Nous, on parle souvent de création de médias-objets, de faire en sorte que parfois, on met sur la table une espèce de prototype de notre projet, mais pas du tout à des fins de montée en maturité, parce que la montée en maturité, elle va être gérée par des expérimentations beaucoup plus petites, mais à des fins d'adhésion, parce que tant que l'objet n'est pas matérialisé, tant que le produit ou le service n'est pas suffisamment matérialisé, c'est hyper dur de créer l'adhésion des gens. Donc du coup, deux grandes choses, se poser la question de comment on fait pour arriver à faire la transmission au bon moment aux équipes opérationnelles et comment on fait pour faire en sorte que les gens à qui on va devoir transmettre, ils soient suffisamment embarqués et qu'ils aient suffisamment adhéré au projet au bon moment. Dernier point, ça permet aussi de se poser dans ces phases-là la question de avec qui je joue. Si on regarde nos matrices d'ambition, de déstabilisation de l'expertise sur la ligne horizontale et de déstabilisation de l'identité de l'objet, donc nouvelle proposition de valeur pour de nouveaux marchés sur l'axe vertical, on se rend compte que si on la coupe en 4, si on regarde un service de développement, donc ceux qui prennent plutôt les tuyaux habituels des projets habituels, qui respectent bien l'identité de l'objet habituel qu'on a dans l'entreprise, les équipes de développement, elles vont être assez à l'aise pour jouer sur la case en bas à gauche, ça c'est une évidence, mais elles vont être plutôt assez à l'aise pour même jouer un peu plus haut à partir du moment où on est toujours dans les expertises traditionnelles. Parce que ça déstabilise un petit peu le business model, que ça déstabilise un petit peu la proposition de valeur pour le client, si le cahier des charges est suffisamment clair et qu'on a les compétences, une équipe de développement, elle va être capable de le prendre. Dans l'autre sens, si on regarde une équipe de marketing, l'équipe de marketing, tant qu'on parle au marché habituel et aux clients habituels avec des propositions de valeur pas très loin, on va être capable de jouer. Et on va être capable de jouer indifféremment que les compétences soient les mêmes pour le réaliser ou pas. Ça, ce n'est pas trop la question du market. En tout cas, les compétences techniques. Et donc, du coup, on voit que par rapport au développement, la fonction innovation, elle va avoir tendance à prendre le complément sur les colonnes. Et par rapport au marketing, la fonction innovation, elle va avoir tendance à prendre le relais et le complément sur les lignes. Et donc, du coup, si on regarde comment on va teamer, comment on va travailler, c'est évidemment à affiner en fonction des entreprises, des contextes, des périmètres de chacune des fonctions, mais cette réflexion est intéressante. On voit que, en général, dans les coins en bas à gauche, on n'a pas besoin d'une fonction innovation, mais par contre, dans les coins à droite, on va plutôt avoir besoin de l'innovation pour aller au complément du marketing et pour aller générer et chercher les compétences nouvelles. Tandis que quand on va aller dans les coins en haut à gauche, on va aller teamer avec le développement, qui a les compétences pour faire le développement, mais qui par contre, l'équipe traditionnelle de marketing va avoir du mal à aller sur ces marchés qu'on ne connaît pas avec des business models différents et du coup faire un chiffrage et une rentabilité, etc. Et donc, les endroits où on va devoir aller créer les compléments de compétences sont extrêmement différents en fonction des types de projets. Ça va jusque-là? Ça fait sens encore? Je vous ai toujours? Super, merci. Du coup, quand on continue, sinon on doit créer une checklist d'avancées projet. Qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder sur les différents aspects. Donc là, on commence par le marché, puis juste après, on va faire la partie plutôt technique. Et vous allez voir, c'est une acception très large du sens de marché, très large du sens de technique. Mais on va aller regarder où en sont sur notre projet les grandes incertitudes. Donc, on va aller regarder sur le client, le marché, est-ce qu'on sait bien à qui est vendu le projet, quel est le marché cible, quelle est la taille de ce marché. Et dans une phase d'exploration, du coup, on va aller essayer de répondre à ces questions. Et tant qu'on n'en sait rien, on mettra le truc plutôt en bleu. Dès qu'on commencera à en savoir un petit peu plus, on pourra se dire, alors oui, là, il y a encore quelques incertitudes et c'est des incertitudes qu'il faut valider, mais elles sont non critiques pour le projet ou critiques pour le projet. Et donc, on pourra mettre des badges orange ou rouge en fonction de la situation. Et puis, dès qu'on aura bien validé
et qu'on sera certain de ces éléments-là, hop, on pourra mettre un badge vert. Et donc, on va faire ça sur des questions de clients, de bénéfices, d'avantages compétitifs, d'environnement concurrentiel, d'utilisateurs finaux, d'utilisation du produit, de pricing, etc. Donc ça, c'est, ma foi, une réduction d'incertitude sur l'équivalent de plein de cases d'un business model Canva, mais c'est représenté différemment, où on se pose la question de quelles sont les incertitudes restantes et quelles sont celles qui sont critiques. Et par contre, pour la transmission, là, la checklist qu'on va se regarder, c'est où est-ce qu'on en est de ces éléments-là sur leur maturité et sur leur transmission. Est-ce que l'équipe qui va devoir reprendre, elle est bien au clair sur le prix de vente? Oui, non. Est-ce qu'elle est bien d'accord sur le prix de vente? Oui, non. Est-ce qu'elle a bien en main l'équivalent d'un démonstrateur de quelque chose qui vont pouvoir être fabriqués ou mis dans leurs mains pour qu'ils puissent parler et présenter le produit? Ça peut être parfois des vidéos, ça peut être parfois le produit en lui-même, etc. Est-ce qu'on est bien trouvé une dénomination commerciale qui est OK avec eux? Est-ce qu'il est bien rentré dans, d'une manière ou d'une autre, les catalogues des commerciaux, formation des vendeurs, etc. Est-ce que le discours client il a bien été calé? Est-ce que la stratégie de déploiement commercial elle a été faite, etc. Qui sont des questions relativement organisationnelles, et donc ça on l'adapte entreprise par entreprise et contexte par contexte, mais qui sont des questions clés pour être capable de faire la bascule. Et de la même manière, on va avoir la même chose sur la technique. Bon, quelles sont les incertitudes qui restent sur les coûts, les investissements, les partenaires, l'intégration, les processus techniques, les critères de qualité, etc., où elles sont. Et puis, de la même manière, est-ce qu'on a bien fait le boulot pour avoir préparé une FAQ commerciale qui tient la route, avoir le processus de développement qui est bien calé, les équipes sont bien formées et en mesure de dérouler le processus de développement qui correspond à ce nouvel objet. Est-ce que on est au clair sur le timing d'un processus de développement? Est-ce que si on doit faire une cotation de vie sur des projets de ce type-là ou des produits de ce type-là, on sait le faire? Est-ce qu'on a les équipements? Est-ce qu'on a le matériel? Est-ce qu'on est au clair sur les types de problèmes qu'on peut avoir ou les types de défauts qui pourraient apparaître sur le produit? Est-ce que les tests qualité ils sont montés en maturité aussi, etc., etc. Et donc, ça pose la question de à quel moment on peut passer le relais? Parce que dans beaucoup de cas, on pourrait se dire non, mais les tests qualité, ce n'est pas la question de l'innovation. Ben, oui et non, ce n'est pas la question de l'innovation, sauf si les tests qualité sont d'une nature différente, font appel à des compétences différentes, font appel à des façons de les faire qui sont radicalement différentes, parce que ce n'est pas forcément toujours la mission de l'équipe qualité que de se réinventer et de réinventer la manière dont elle va absorber les nouveaux objets. Parfois, c'est le cas, mais pas dans toutes les entreprises. Et quand ce n'est pas le cas, ben, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un le prenne. Et donc, ça veut dire que la fonction innovation, peu importe où elle est, peu importe comment elle est portée, elle va devoir s'occuper de cette problématique-là jusqu'à ce que ça puisse passer dans les mains de la qualité qui, elle, va faire l'opération. Et je prends l'exemple de la qualité, mais c'est vrai sur plein d'autres dimensions. Là, c'est quelques exemples de choses à vérifier pour la montée en maturité, pour la transmission, mais il y en a plein d'autres et c'est extrêmement contexte dépendant. Là, c'est un exemple qui est anonymisé, sorti d'un contexte mission qu'on a déjà eu, mais ces méthodes-là, on les utilise partout et on les adapte contexte par contexte. Le point qu'il faut garder, c'est du coup, quand on est dans ces questions-là, que ce soit de développer et lancer des produits et services innovants comme on le fait avec les virtual startups ou dans l'organisation des activités d'innovation, on ne peut pas laisser passer cette question de comment j'évite le dégât des eaux. Parce que le dégât des eaux, c'est le pire cas de gâchis de ressources dans une organisation où on a fait toute la phase amont, toute l'exploration, toute la réduction d'incertitude, la mise au point du produit, etc. Et quand on veut le passer dans les mains des équipes opérationnelles, on plante. Et on plante parce qu'on n'a pas géré la connexion et parce que personne n'avait dans l'organigramme, dans ses responsabilités, dans les processus d'innovation, personne n'était en charge de gérer cette bascule, de former, de créer les compétences, d'aller les chercher à l'extérieur si on ne les a pas, de les mettre dans l'entreprise, de faire la bascule pour que ça se passe bien. Et donc, où s'arrête l'innovation? La fonction innovation, ben, ça va dépendre des entreprises. Ça va dépendre du degré de nouveauté et de renouvellement de l'organisation que le projet qu'on est en train de porter est en train d'amener. Et du coup, il faut garder un œil extrêmement attentif à ces questions-là si on ne veut pas tomber dans un gâchis de ressources extrêmement fort. Ça va jusque-là? Je vous ai encore avec moi? Je suis désolé, je fais des petits checks régulièrement parce que oui, super. Merci. Du coup, pour résumer, là, quand on fait un programme type Virtual Startup, on en parlait pour ceux qui étaient là hier, on voit apparaître ces questions-là
de réduction des incertitudes, je vous parlais des incertitudes organisationnelles, des incertitudes sur les ressources. Ben, c'est ça qu'on va toucher, c'est comment on fait en sorte que l'atterrissage se passe bien et comment on réduit les incertitudes, y compris sur la capacité des équipes aval à récupérer l'objet. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout dans les méthodologies traditionnelles de conception, d'innovation ou d'entrepreneuriat, parce qu'a priori, elles considèrent que l'organisation est capable ou va être capable de porter le truc, ou elle va être créée autour de l'objet dans un contexte entrepreneurial. Et là, quand on est dans une entreprise établie, ben, la question est un petit peu différente. Et donc, la connexion du tuyau, elle doit être pensée. Donc, on retrouve ça dans nos offres Virtual Startup et on retrouve ça dans les offres d'accompagnement sur l'organisation et l'amélioration des processus innovatifs. Si on prend un peu de recul du coup sur tout ce qu'on fait chez nous, parce qu'on arrive au 5e webinaire et on a fait le tour de tous les pièges qu'avait préparé Colette là pour vous. Donc, on a vu ensemble la question de comment on détermine une ambition d'innovation, comment on trouve, comment on analyse un portefeuille d'innovation au vu de cette ambition et quels sont potentiellement les gaps également en termes de capacité. Et c'est ce qu'on a vu avec Innovation Starter et Innovation Strategy Sprint sur notre premier webinaire. Derrière, on a discuté des méthodes pour la partie exploration, génération. Et donc, on a beaucoup discuté de la méthode CK à la fois à un niveau assez stratégique pour penser des axes d'innovation et puis à un niveau un peu plus détaillé sur des solutions avec CK Design pour les solutions, CK Explore pour les grands champs d'innovation de l'entreprise. On a vu la partie réduction des incertitudes dans l'ACES avec la méthode Virtual Startup qui permet de bout en bout de réduire les incertitudes hyper efficacement en faisant travailler différemment à la fois les décideurs et les opérationnels. Et puis la version très light de tout ça qui est simplement le diagnostic projet pour regarder quelles sont les incertitudes critiques et comprendre où ça bloque. Et du coup, on a vu également hier la question de comment on va amener un collectif à construire une organisation d'innovation qui est adaptée aux enjeux, aux ambitions, avec à la fois des choses dans Virtual Startup, mais le gros programme Innovation Builder qui a pour objectif de construire, réorganiser la fonction innovation avec à la fois les benchmarks, la définition de l'ambition, l'état des lieux et la construction de l'organisation cible. Donc ça, c'est la vue un peu globale de ce qu'on fait. Donc si on cherche à résumer, moi je vais vous raconter la mission rêvée pour Steam si on devait travailler ensemble. La mission rêvée, ça nous arrive de temps en temps, on a des clients avec qui on bosse comme ça et c'est génial. Mais vous allez voir, c'est pas forcément faisable tout le temps. La mission rêvée, c'est la mission où on va faire tout. On va arriver chez vous, où il y a plein de choses à construire en innovation, et on va démarrer, on va s'aligner avec l'Excom, on va aller regarder quels sont les grands enjeux, on va mettre en place un comité de projet ou un comité de suivi de projet. Et puis ensuite, derrière, on va dérouler un certain nombre d'éléments d'exploration, un certain nombre d'éléments d'access avec des virtual startups, et on va construire l'organisation au fur et à mesure en déroulant. Ça peut marcher. Il y a des entreprises avec qui on a fait des choses comme ça. Il y a des projets entiers qu'on a pu dérouler à grande échelle. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus compactes. Typiquement, le cas numéro 1, c'est vous avez un projet ou un sujet chaud sur lequel vous avez besoin de nous et en face, nous, on va avoir une offre. Et donc, du coup, si on regarde les offres qu'on a, sur la stratégie, on a Innovation Starter, Innovation Strategy Sprint, qui est deux offres qui visent à caler les ambitions. On a vu CK Explore, CK Design dans cette partie-là. Sur la CES, on a le diagnostic projet. En bas, on a le programme de construction de la direction innovation. Et au milieu, qui résume et qui prend un petit peu le meilleur des trois mondes, le programme Virtual Startup pour porter des projets de A à Z. Ça, c'est chouette. Si vous avez des sujets qui s'y prêtent, on peut faire comme ça. Mais on a également une deuxième chose qu'on fait avec certains de nos clients, qui est si vous avez juste envie de bosser avec nous, mais que vous n'avez pas nécessairement le projet ou le cadre qui se prête à lancer un des programmes qu'on vous a présentés précédemment, on vous propose, nous, de mettre en place des choses qui sont beaucoup moins engageantes et qui permettent d'être au contact, qui permettent de vous apporter du soutien, de la motivation, du développement de compétences, de la rencontre, des conseils, des éléments de connaissance sur le chemin, etc. Qui est un programme de coaching, un mix de coaching individuel et coaching de groupe, qui comprend un coaching mensuel avec vous. On s'appelle une fois par mois, on passe 1 heure, 1 heure et demie ensemble pour hacker et discuter des sujets chauds du moment et des points qui vous bloquent.
Un coaching trimestriel avec vos dirigeants, avec vous ou sans vous. La plupart du temps, on le fait sans vous parce que c'est assez intéressant d'avoir les deux sons de cloche et d'avoir une discussion très, très libérée avec les dirigeants. Un bloc de formation à disposition une fois par an pour une partie de vos équipes sur les sujets qui sont ceux qui vous intéressent. Et puis l'inclusion dans un groupe de pairs avec d'autres directeurs innovation, opérationnels de l'innovation en fonction de vos rôles, avec des masterminds mensuels. Alors, mastermind, c'est des formats de co-développement, de peer coaching, animés par Steam, où nous, on apporte quelques éléments de temps en temps, mais où on vous laisse aussi beaucoup interagir entre vous sur vos problèmes, vous coachez les uns les autres, etc. Et on apporte des éléments de connaissance quand c'est nécessaire. Et tout ça, essentiellement ou partiellement sur un budget formation qui permet de passer à l'action assez rapidement. Donc, je vous le mentionnais parce qu'on a beaucoup de clients où on a, en démarrant comme ça, on est arrivé peu à peu à mettre en place des grands chantiers, des grandes transformations dans leurs entreprises avec des premiers pas qui étaient assez peu engageants. Voilà, je crois que j'en ai fini sur la présentation de ce qu'on fait chez Steam, qui en est, et du coup, je suis à votre disposition pour creuser les questions et les points sur lesquels vous voudriez revenir s'il y en a.